Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle exploration, une nouvelle plongée ensemble. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, le Burkina Faso et la confédération AIS. On entend beaucoup parler du Burkina Faso ces derniers mois, avec son lot de troubles, mais il y a un développement vraiment intriguant avec cette confédération dont on ne parle pas assez, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Tout à fait. Cette alliance composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger est perçue avec beaucoup de scepticisme par la communauté internationale. Mais elle pourrait bien représenter un tournant majeur pour la région du Sahel. Absolument. Et pour comprendre les enjeux de cette alliance, on a analysé le discours d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, tiré de la vidéo Burkina Faso et AIS. Une révolution inarrêtable, diffusée sur la chaîne YouTube Traveling with Allah. Et ce qui m'a frappé, c'est la conviction avec laquelle il défend cette idée d'une Afrique autosuffisante. Il raconte d'ailleurs comment, au début, beaucoup se sont moqués de cette alliance, la comparant à des personnes qui tentent de se libérer de leur ancienne vie et qui se font ridiculiser pour leurs efforts. C'est très intéressant car cette image illustre bien le changement dynamique que l'AIS incarne. On passe d'une relation d'indépendance, héritée de l'époque coloniale, à une volonté d'autonomie et de coopération entre pays africains. Exactement. Et Traoré, dans ce même discours, décrit avec passion sa vision d'une Afrique souveraine et autosuffisante. Ce n'est pas juste une déclaration d'intention. C'est un véritable projet politique qui s'appuie sur une analyse du contexte historique et des défis auxquels le continent est confronté. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce qu'au lieu de se contenter de critiquer le système actuel, Traoré propose des solutions concrètes, des pistes pour atteindre cette autosuffisance. Il parle de révolutionner les systèmes de santé et d'éducation, de soutenir l'agriculture et de construire des infrastructures modernes. Oui, et il le fait avec une certaine virulence, notamment lorsqu'il s'adresse à ceux qu'il appelle les esclaves de salon. Ces Africains qui, selon lui, suivent aveuglément les modèles occidentaux et découragent tout effort de progrès. On sent une réelle frustration face à ce qu'il perçoit comme un manque de solidarité et de confiance en la capacité de l'Afrique à se développer par elle-même. C'est un discours qui ne laisse pas indifférent, et c'est justement ce qui le rend si intéressant à analyser. Au-delà de la rhétorique, il y a une vraie réflexion sur les obstacles au développement de l'Afrique et sur les moyens de les surmonter. Alors la question se pose, est-ce que cette vision d'une Afrique autosuffisante est réaliste? Est-ce que l'AIS peut réellement changer la donne dans la région du Sahel? C'est une question complexe, il est évident que les défis sont immenses. Conflits, pauvreté, instabilité politique. Mais il y a aussi une volonté de changement, une énergie nouvelle qui se dégage de cette alliance. Et c'est peut-être là que réside sa force. D'accord, mais concrètement, comment l'AIS compte-t-elle s'y prendre pour atteindre ses objectifs? Quels sont les moyens mis en œuvre? Est-ce que cette alliance dispose des ressources nécessaires pour réussir? C'est là que les choses se compliquent. Parce qu'on a peu d'informations précises sur le fonctionnement interne de l'AIS, sur ses structures, sur ses stratégies. On sait que l'objectif est de mutualiser les ressources, de renforcer la coopération entre les pays membres, de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Oui, Traoré insiste beaucoup sur ce point. L'AIS est ouverte à la collaboration, mais pas à l'exploitation. Il appelle à des partenariats sincères et respectueux, basés sur l'égalité et la réciprocité. On est loin du discours victimaire, il y a une vraie volonté de s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Tout à fait. Et c'est peut-être ça la vraie révolution de l'AIS. Un changement de mentalité, une affirmation de la souveraineté des pays africains. Mais il reste à voir si cette ambition se traduira par des actions concrètes et si elle permettra réellement de répondre aux immenses défis auxquels la région est confrontée. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'AIS s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. On assiste à une remise en question de l'ordre mondial établi avec l'émergence de nouvelles puissances et la contestation de l'hégémonie occidentale. C'est ce qu'on appelle la multipolarisation du monde. Exactement. Et l'AIS s'inscrit dans ce mouvement en affirmant sa volonté d'indépendance, en rejetant l'idée d'un monde unipolaire dominé par l'Occident. Traoré, dans la vidéo de Traveling with Allah, insiste beaucoup sur ce point. Il appelle à un partenariat sincère et respectueux avec les autres nations, un partenariat d'égal à égal. Oui, et il met en garde contre ceux qui cherchent à exploiter les ressources africaines sans respecter la souveraineté des pays. Il dénonce ce qu'il appelle l'impérialisme rampant, qui continue d'exercer son influence sur le continent africain. Il fait d'ailleurs un parallèle intéressant entre la révolution au Burkina Faso et le combat pour l'autosuffisance de l'Afrique. Il explique que le Burkina Faso est souvent critiqué pour ses initiatives visant à moderniser le pays, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des infrastructures. Il cite l'exemple du système de santé. Il dit « Le seul crime du Burkina Faso, c'est de vouloir révolutionner son système de santé, équiper ses hôpitaux et en construire des modernes. » Il dénonce aussi ce qu'il appelle les esclaves de salon, ces Africains
qui selon lui suivent aveuglément les impérialistes et découragent le progrès. C'est une critique assez virulente. Oui, mais elle traduit une certaine frustration face à ce qu'il perçoit comme un manque de soutien de la part de certains Africains envers les initiatives panafricaines. Il y a une vraie volonté de la part de Traoré de montrer que l'Afrique peut se prendre en charge, qu'elle n'a pas besoin d'aide extérieure pour se développer. Il prend l'exemple concret de l'agriculture, expliquant que le Burkina Faso a réussi à développer des cultures comme le cacao, le tournesol et le blé, malgré les critiques et le scepticisme. Il dit « Lorsqu'ils ont annoncé vouloir se lancer dans l'agriculture, on les a pris pour des fous. Mais aujourd'hui, le cacao, le tournesol et le blé se portent très bien au Burkina Faso. » C'est un exemple qui illustre bien la volonté de l'AES de rompre avec les dépendances héritées du passé colonial et de s'engager sur la voie de l'autosuffisance. Mais est-ce que cette vision est réaliste? L'Afrique peut-elle vraiment se passer de l'aide extérieure pour se développer? C'est une question complexe. Il est évident que l'Afrique a besoin d'investissements et de partenariats pour se développer. Mais l'AES affirme que ces partenariats doivent être équitables et respectueux de la souveraineté des pays africains. C'est une vision qui peut inspirer beaucoup d'autres pays africains. L'AES incarne l'espoir de changement, une volonté de prendre son destin en main. Mais la route sera longue et semée d'embûches. Bien sûr. Les défis sont nombreux. Conflits, pauvreté, corruption, ingérence extérieure. Mais l'AES représente un sursaut, une volonté de ne pas se résigner. Il y a une vraie force dans ce message d'espoir et de détermination. Mais au-delà du discours, qu'est-ce que l'AES propose concrètement? Quelles sont les actions mises en place pour atteindre cette autosuffisance? C'est là que le bas blesse. On a peu d'informations précises sur les projets concrets de l'AES. On sait qu'il y a une volonté de mutualiser les ressources, de développer les échanges commerciaux entre les pays membres, de renforcer la coopération militaire. Mais les détails manquent. Est-ce que ce manque de précision ne risque pas de nuire à la crédibilité de l'AES? Comment convaincre les populations et les partenaires internationaux si les objectifs ne sont pas clairement définis? C'est un risque, effectivement. Il est important que l'AES communique de manière transparente sur ses projets, sur ses réussites, mais aussi sur ses difficultés. Traoré, dans son discours, encourage les Burkinabés à ne pas se décourager, à poursuivre leurs efforts pour faire avancer le pays. Il y a un vrai appel à l'action, une invitation à chaque citoyen à contribuer à la révolution en cours. Oui, il insiste sur le fait que l'histoire leur donne raison, que l'Afrique a le potentiel pour être autosuffisante, indépendante et souveraine. On sent une vraie conviction chez Traoré, une foi inébranlable en l'avenir de l'Afrique. Et c'est contagieux. Son discours transmet un sentiment d'espoir et de fierté qui peut avoir un impact bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que l'AES est encore jeune. Elle a été créée en 2022 en réaction au coup d'État au Burkina Faso. Est-ce que cette alliance, née dans un contexte de crise, peut réellement survivre et prospérer? N'est-elle pas trop fragile face aux nombreux défis auxquels la région est confrontée? C'est une question légitime. L'AES doit prouver sa solidité, sa capacité à répondre aux aspirations des populations. Elle doit transformer les discours en actions concrètes, en résultats tangibles. Et cela passe par une communication claire, transparente, qui permette de suivre les progrès de l'AES, de mesurer son impact sur le terrain. On a besoin de données, de chiffres, d'exemples concrets pour pouvoir évaluer la réussite de cette alliance. Absolument. Le succès de l'AES dépendra en grande partie de sa capacité à convaincre les populations, les partenaires internationaux, mais aussi les élites africaines, que cette vision d'une Afrique autosuffisante est non seulement souhaitable, mais aussi réalisable. Alors, est-ce que l'AES, cette vision d'une Afrique unie et souveraine, peut réellement devenir réalité ? C'est la grande question, hein. Il y a évidemment beaucoup d'obstacles sur le chemin, les divisions internes, les ingérences extérieures, les défis économiques, mais il y a aussi cette volonté de changement, cette soif d'indépendance et de progrès qui est palpable. On a parlé des critiques adressées aux esclaves de salon. Mais il y a aussi des critiques plus concrètes qui sont formulées à l'encontre de l'AES. Certains observateurs s'interrogent sur sa capacité à réellement garantir la sécurité dans la région, notamment face à la menace djihadiste. Oui, c'est un point crucial. L'AES a été créée en partie pour lutter contre le terrorisme, mais la situation sécuritaire dans le Sahel reste très préoccupante. Il y a un risque que l'Alliance se retrouve dépassée par les événements, qu'elle ne parvienne pas à protéger les populations. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Comment s'assurer que cette coopération entre les pays membres se fasse dans le respect des droits humains, des principes démocratiques ? C'est une question essentielle. On sait que les 3 pays membres de l'AES sont dirigés par des juntes militaires arrivés au pouvoir par la force. Il est important de rester vigilant, de s'assurer que cette alliance ne se transforme pas en un instrument de répression. Traoré, dans son discours, évoque la nécessité de rompre avec les modèles imposés de l'extérieur, de construire un modèle de développement propre à l'Afrique.
Mais est-ce que ce rejet de l'influence occidentale ne risque pas d'isoler l'AES sur la scène internationale AF ? C'est un risque, effectivement. L'Afrique a besoin de partenaires pour se développer, elle ne peut pas se permettre de s'enfermer sur elle-même. L'enjeu pour l'AES est de trouver un équilibre entre la défense de sa souveraineté et la nécessité de coopérer avec le reste du monde. C'est un peu le grand écart, non ? Comment concilier cette volonté d'indépendance avec la réalité d'une économie mondialisée, d'enjeux globaux qui dépassent les frontières des États AES ? C'est tout le défi de l'AES. Et c'est ce qui rend cette initiative si fascinante à observer. On est en train d'assister à une tentative de réinvention du modèle de développement africain, une tentative qui s'appuie sur la coopération sud-sud, sur la valorisation des ressources locales, sur une vision panafricaine. Il est encore trop tôt pour dire si cette tentative sera couronnée de succès, mais elle mérite d'être suivie de près. L'AES pourrait bien être un catalyseur de changement pour toute la région du Sahel, voire pour le continent africain tout entier. Absolument. Et c'est ce qui rend cette histoire si passionnante. On est en train d'assister à la naissance d'un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Et il est encore trop tôt pour dire comment il va se dérouler. C'est à nous de rester attentifs, de continuer à explorer cette thématique pour mieux comprendre les enjeux et les implications de cette révolution en marche. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. On espère que cette plongée dans le monde de l'AES vous a donné envie d'en savoir plus. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, l'histoire est en train de s'écrire et c'est à nous de la comprendre et d'en tirer les leçons pour construire un avenir meilleur.